ce soir de 3 chroniqueurs, Anthony, Mathieu et Corentin. Salut à vous 3. Salut à tous, bonsoir. Et Mathieu qui nous fait du coup son grand retour depuis Débrief Foot, qui refait sa première émission. Comment ça va Mathieu ? C'est un plaisir d'être là. Je suis très très heureux et je fais mon retour comme Zinedine un peu, on peut le dire. On a assisté à une semaine très chargée en événements sportifs, Timothée. Oui, bien sûr. On a vu hier le match de l'équipe de France en handball contre l'Allemagne, une très belle victoire. On va également revenir sur l'Open d'Australie parce que le tournoi commence à arriver vers sa fin. On va également revenir sur le week-end de football qui arrive et des belles affiches de Ligue 1. Mais d'abord, on va commencer du coup avec l'événement numéro 1 de ce qui s'est passé depuis lundi. Et Corentin, la très belle victoire de la France contre l'Allemagne. Enfin un match référence. Ouais, un match référence, mais il faut avouer, on a eu peur. On a eu vraiment peur parce que j'ai longtemps cru que les Allemands allaient battre les Bleus. Donc le score final, comme vous voyez, c'est 35-28 pour les Bleus. On pourrait penser que c'était un véritable récital, alors que ça ne l'était pas du tout. Les Allemands ont longtemps dominé dans cette rencontre. Pour vous dire, les Bleus, je crois, ont pris pour la première fois l'avantage dans ce match aux alentours du début de la deuxième période, c'est ça. Alors qu'ils étaient complètement dominés en première. Du coup, en première période, on a vu un très grand gardien allemand, donc Andreas Wolf, qui a multiplié les arrêts au détriment du coup de l'attaque française. Mais grâce à un grand Nadim Remili, on peut dire des grands soirs, les Bleus ont surenversé la tendance et recollé à 16 partout à la pause avant de dérouler totalement en seconde période. On a vu un très grand match des Bleus en seconde période plutôt, et un très grand gardien qui a remplacé Vincent Gérard, donc Rémi Desbonnets, qui a fait une masterclass, on peut dire, avec 14 arrêts sur 30 tirs subis. C'est mieux que Vincent Gérard la dernière fois face à l'Espagne. Donc c'est pour vous dire la prestation des Français qui donc s'envolent vers les demi-finales de ce mondial de handball. Alors, Desbonnets qui n'était pas du tout attendu et finalement il a créé la surprise avec ce match. Bon, c'est pas non plus le futur gardien de l'équipe de France parce qu'il est déjà, il a presque 30 ans je crois, mais ça reste quand même un vrai soutien du coup pour Vincent Gérard et plus seulement un gardien numéro 2. C'est exactement ça, c'est-à-dire que maintenant on sait qu'il n'y a pas que Vincent Gérard, on peut compter sur un grand Rémi Desbonnets et donc voilà, les Bleus se qualifient pour les demi. Ça va être une toute autre histoire puisque là on parle d'un très gros favori, ça sera France-Suède ce vendredi à Stockholm. Oui. C'est-à-dire que la Suède va recevoir littéralement à domicile les Bleus, donc c'est leur mondial, c'est chez eux. Ça va être très très compliqué pour les Bleus, mais je pense qu'il y a quand même de bons arguments pour aller au bout. Mais il va falloir rectifier le tir parce que face à l'Allemagne, on a vu une efficacité encore qui n'était pas au rendez-vous, comme on l'avait dit déjà depuis le début de ce mondial. En attaque, il y a un petit peu de mal, mais après on bute face à des grands gardiens. Mais par exemple, je pense à Quentin Mahé qui rate son premier penalty dans la rencontre face à Andreas Wolf. Enfin, c'est significatif, c'est très significatif, donc il va falloir faire attention. Après, aller au bout, ça paraît quand même... ça semble un peu compliqué, parce que de l'autre côté, du coup, à la demi-finale, ce sera un match entre le Danemark et l'Espagne. C'est ça. L'Espagne, on les a battus, mais le Danemark qui est quand même le favori dans cette compétition et qui enchaîne, qui met des gros scores souvent. Donc, Le Danemark a gagné 40-23 contre la Hongrie. Donc la différence, c'est pas la même équipe en face, c'est sûr. Mais de l'autre côté, voilà, l'Espagne qui a gagné face à la Norvège, qui s'est fait très peur, puisqu'il y a eu 2 prolongations. Et ils se sont imposés, comme on le voit, 35-34 face à la Norvège. Très serré. Donc voilà, on aura Espagne-Danemark de l'autre côté, 2 gros favoris, et France-Suède, encore une fois, 2 gros favoris de l'autre côté du tableau. Donc les demi-finales vont être très difficiles pour les Bleus. Et on espère que ça va aller au bout, mais comme tu l'as dit, je suis quand même inquiet par rapport à toutes ces petites failles qu'on a vues face aux Allemands, face aux Espagnols et depuis le début de cette compétition, donc ça va être très compliqué pour les Bleus. Faudrait espérer un match avec la même seconde période qu'on a fait contre les Allemands pour espérer une qualification. C'est ça. Maintenant, on va faire un petit point sur l'Open d'Australie et du coup le tennis. Il s'est passé pas mal de choses du coup depuis lundi. D'abord, pardon ? Ah oui, j'ai oublié un petit point. On va passer sur un autre point handball et le directeur général Anthony. Tu vas nous en dire un peu plus sur Bruno Martini, le président national d'handball. Donc Bruno Martini, qui a été condamné à 1 an de prison avec sursis pour corruption sur mineur. Donc de ce fait, il a démissionné de la présidence de la Ligue nationale de handball. Il était visé depuis 2020 par une enquête, après cette plainte d'une adolescente de 13 ans.
Il était notamment l'ancien gardien de l'équipe de France de handball. Il a gagné 2 Coupes du Monde avec cette équipe en 95 et en 2001. Et c'est David Tebib qui est désigné président par intérim maintenant à compter du 7 mars, enfin jusqu'au 7 mars, où il y aura une prochaine élection pour savoir qui sera le prochain président de la fédération. Je trouve ça fou quand même ce qui se passe actuellement en France, parce qu'on a Bernard Laporte aussi qui va être jugé pour des... c'est pas la même affaire là, c'est plus pour le côté financier. Il aurait, je sais plus, détourné de l'argent. Mais il y a des affaires de partout. Noël Le Graët, toutes les fédérations françaises actuellement là, c'est médiocre, c'est lamentable. Il y a beaucoup d'affaires de corruption, de viol, d'agression, même chez les joueurs. C'est pas qu'en France, j'ai l'impression. Ah oui. On a vu Dani Alves là cette semaine. C'est pas qu'en France, voilà. C'est pas nouveau surtout. C'est pas nouveau, je pense que c'est de plus en plus. Ça sort aujourd'hui. C'est sûr que ça sort de plus en plus, je pense, c'est surtout ça. Ouais. On voulait faire un petit point là-dessus quand même, parce que c'est quand même un personnage emblématique du handball français. Mais du coup, maintenant, on va revenir sur l'Open d'Australie, parce que on a déjà les affiches des demi-finales côté hommes et de la finale côté dames. Voilà, donc pas mal de surprises, même si Novak Djokovic est toujours présent, toujours là. Il s'est encore imposé sans difficulté contre Andrei Roublev. C'est peut-être si on peut voir les affiches des 2 demi-finales derrière nous. Mais Novak Djokovic qui s'est imposé sans difficulté contre Andrei Roublev en 3-7 en encaissant que 7 jeux dans le match. C'est vraiment une performance incroyable. Il affrontera l'américain Tommy Paul qu'on voit en bas à droite lors de la demi-finale qui se disputera cette nuit. Je crois que c'est à partir de 8h du matin, donc voilà pour les plus téméraires d'entre nous. Ensuite, dans l'autre demi-finale, on verra s'affronter Stefanos Tsitsipas, le grec qui est... peut-être qu'on peut voir encore, voilà, merci. Stefanos Tsitsipas qui est quand même le 4e joueur mondial et qui peut espérer la première place mondiale s'il remporte le tournoi. Qui affrontera le russe Karen Khachanov qui est également très impressionnant depuis le début du tournoi. 2 affiches qui s'annoncent plutôt déséquilibrées sur le papier, mais Corentin, ouais. Moi, Khachanov Tsitsipas, pour moi ça promet un beau duel, franchement. Déjà ça va être un duel de costaud. Ouais. Je pense qu'on va voir la balle fuser bien comme il faut. De plus d'1m90, ça va frapper fort. Des grosses frappes de balles, donc c'est des punchers en fait. Donc on va avoir un très beau match et je pense que tu vois, je mettrais pas une pièce sur Tsitsipas pour ce match. Ah bon? Contrairement à Djoko qui pour moi va dérouler face à Paul. Il fait quand même un très bon tournoi. Il a fait des victoires assez incroyable et assez impressionnante juste avant, mais Tsitsipas a quand même un niveau de jeu. À l'expérience, oui, Tsitsipas peut aller en finale, mais je sais pas, Khachanov fait quand même un gros tournoi. Donc, En tout cas, Tsitsipas sera le favori de cette rencontre. Bon, il s'est imposé, en plus il sera plus frais que son adversaire, mais voilà, on verra. Après, Khachanov reste quand même sur une victoire par forfait du coup contre Sébastien Corda. Ouais. Il avait fait un très bon match, Khachanov contre Corda, alors que Corda avait éliminé. Il menait 2-7-0 si je me trompe pas. 2-7-0, 3 jeux à 1, donc ça fait. Il avait quand même une belle avance. Et du coup, c'est 2 belles affiches qui se disputeront cette nuit. Et maintenant, on va revenir du coup sur la finale dames. Il y a eu les demi-finales cette nuit et Elena Rybakina, la vainqueur de Wimbledon 2022, s'est imposée sans difficulté contre Victoria Azarenka. Donc c'était un très beau match de sa part, même si Azarenka était un peu en méforme cette nuit. Qui du coup disputera sa 2e finale en tournoi du Grand Chelem contre l'expérimentée Aryna Sabalenka, qui est la mieux classée, qui est 5e mondiale et qui joue très très bien depuis le début de la compétition. Donc un match qui sera à suivre dans la nuit de samedi à dimanche, sûrement aux alentours de 4h du matin. Donc voilà, on verra qui est prêt à se réveiller dans la nuit pour regarder ce match. Mais voilà, des belles affiches côté masculin et côté féminin. Et par contre, plus de Français en lice, notamment dans le tournoi de double, avec la paire Martin Chardy qui s'est fait sortir en demi-finale. Merci Timothée. Ouais, en parlant de français, du coup, on va passer sur le football avec les affiches de la Coupe de France des 8e de finale qui sont tombées lundi soir. On les a eues en direct pendant l'émission avec la grosse affiche de ces 8e de finale, Marseille-Paris Saint-Germain. Donc, selon vous, est-ce que l'Olympique Lyonnais peut Marseille. L'Olympique de Marseille qui fait une saison qui est juste magique pour les Marseillais, peut espérer rivaliser face à un Paris Saint-Germain qui en ce moment a quelques difficultés quand même sur ces matchs. On va laisser Mathieu démarrer. Mathieu démarre. On dit ça, pardon, je t'ai coupé la parole. Non, juste je voulais rappeler un peu. Tu vas essayer d'être objectif, mais Mathieu est quand même un très bon supporter de Marseille. Moi, je suis toujours objectif. Toujours. On dit ça chaque année, mais là, s'il y a bien une année où l'OM peut faire quelque chose contre Paris à domicile,
c'est bien cette année. Hein. On a vu que le PSG cette année, à l'extérieur, contre des équipes qui ont l'envie, c'est frileux. Contre, je pense à Lens et à Rennes. Ils ont perdu dernièrement. Ouais, l'OM peut largement le faire. La seule chose dont j'ai peur, et connaissant l'OM, c'est que l'OM se cague dessus, si je peux me permettre, comme chaque année contre le PSG techniquement. Et j'ai peur que l'OM ne joue plus le jeu de Tudor contre Paris et qu'ils se mettent à avoir peur, alors qu'il n'y a même pas de raison d'avoir peur puisqu'ils sont largement prenables. C'est la seule petite inquiétude dont j'ai peur du coup. Mais Marseille qui reste sur 4 défaites et un match nul contre Paris. Ouais, parce que certes on a stoppé cette série de 100 victoires il y a quelques années de ça, durant le confinement je crois, mais depuis on n'a toujours pas gagné, donc mine de rien c'est pas non plus, c'est la fin d'une série mais c'est pas non plus fameux après. Mais Marseille qui jouera à 12 voire 13 avec les supporters, franchement ça devrait quand même apporter beaucoup de soutien et beaucoup de force aux Marseillais. Sans doute. Ouais, donc je vais réagir sur tes propos. Alors déjà, je voudrais rappeler une chose, c'est que l'OM ne fait pas une saison incroyable. Si, tu te fais éliminer de la Ligue des Champions en phase de groupe, t'arrives même pas à la Ligue des Champions, pour moi, en... c'est une anomalie dans leur saison. Tu regardes la Ligue 1, c'est quand même... Tu peux pas encore dire que c'est une saison incroyable parce que t'as rien pour l'instant de réellement concret. C'est-à-dire que t'es troisième de Ligue 1, mais t'es troisième, t'es pas deuxième. Avec ils ont fait le meilleur total de leur histoire en Ligue 1. Ok, mais je veux dire, t'as rien au bout. Tu te fais éliminer bêtement au premier tour de la Ligue des Champions, c'était lamentable, hein, clairement, avec un groupe... ça, c'était juste catastrophique. Avec un groupe abordable sur le papier. Tout le monde disait que c'était abordable. Donc c'était abordable après à 10 minutes, non pas 10 minutes, à 30 minutes de la fin, ils étaient premiers de leur groupe, donc ça s'est vraiment joué à rien au final. Je suis d'accord, mais moi je te parle du résultat, tu peux pas encore dire que c'est une saison magnifique. Non, et puis après tu reviens sur un début de saison. Là on a passé la trêve hivernale, on est sur le milieu de saison, même on se rapproche de la fin de saison. Et si Marseille tu les mets, je pense, sur la même poule à ce moment précis de la saison, je pense qu'ils passent sans problème. Mais je suis d'accord, mais une saison, ça se joue entièrement, et là on n'a pas encore les résultats que devra... S'ils gagnent la Coupe de France, ou alors ne serait-ce qu'ils vont en finale, ok, saison réussie. Et bien sûr, si en Ligue 1 ils gèrent et ils finissent dans le top 3, parce que je pense que Lens va être difficile à dépasser, mais Marseille, Paris plutôt devra se méfier, parce que Marseille sur leurs 9 derniers matchs c'est 8 victoires et 1 défaite. Donc c'est quand même des très beaux chiffres. Et la dernière défaite, c'était contre Tottenham en plus. Donc au final, il y a plus de 8 défaites depuis. Donc c'est ça qui est fou. En Ligue 1, ils sont invaincus depuis ce moment-là. Ça fait 8 victoires d'affilée. Donc, et ils peuvent battre leur record historique. La défaite, c'était en match amical contre Sassuolo. Du coup, je sais pas si on peut la compter. Non. C'est pas un match officiel. Donc. Oui, bien sûr. Mais Marseille qui reste sur une très belle série de victoires. Et ce qui impressionne à Marseille, c'est leur régularité, contrairement à des équipes comme Lyon. On va revenir peut-être un peu juste après sur le match Lyon-Lille, mais oui, c'est leur... Ils sont toujours là en fait, Marseille. Il n'y a pas de moment de doute dans l'équipe qui est très en confiance avec leur nouveau coach. Et pour revenir sur le débat, du coup, t'as dit que l'OM veut absolument gagner cette Coupe de France et c'est la bonne année. J'ai envie de te dire, on a au moins 4 clubs qui disent ça actuellement. T'as Lyon, t'as Marseille, t'as Paris, t'as Lens. Je refuse que tu mettes Lyon à la même hauteur que Lens. Lyon veut absolument gagner un trophée. Ça fait 10 ans que t'en as pas gagné un. 11 maintenant. Ils n'ont pas les ressources comparées à Marseille. Mais qu'est-ce que t'en sais, c'est la Coupe de France. C'est ça justement. La Coupe de France peut permettre justement de gagner un trophée, même si c'est pas non plus exceptionnel. Voilà, ça permet de gagner un trophée. Sur un match, c'est prestigieux. Tout peut se jouer. Sur un match, oui. Exactement. Sachant qu'ils ont le bon tableau, donc. Et surtout que là, du coup, il y aura déjà au moins une grosse équipe qui sera sortie en quart de finale, alors qu'il y a d'autres affiches. Peut-être si on peut revoir le tableau, ça peut permettre à des équipes comme Lens d'avoir des affiches vraiment abordables. Il y a quand même des petites équipes qui restent, hein. Il y a Auxerre, il y a Rodez. On peut avoir un parcours jusqu'en finale, par exemple Toulouse, puis Auxerre. Vraiment, sur quelques matchs, ça peut être largement jouable pour n'importe qui. Ouais, et puis il faut pas oublier que ça reste le Paris Saint-Germain. Je sais pas, mais parce que là, on parle de l'OM, mais
parle pas du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, c'est quand même un très très gros effectif, sachant que là, depuis le début de cette Coupe de France, ils font quasiment pas tourner, donc on sent que les ambitions sont là. Après, il faudrait aussi parler du calendrier. Oui, justement. Parce que l'OM n'a pas un bon calendrier avant d'affronter le PSG. Il me semble. Le PSG n'a pas non plus un très bon calendrier en février, je veux dire. En février, mais au moment où il joue le match, juste avant, le PSG donc enchaîne Reims, Montpellier et Toulouse, alors que l'OM enchaîne Monaco, Nantes et Nice. Ce qui est quand même beaucoup plus compliqué comme calendrier. Donc je pense que ça peut jouer sur ce match. Après, la question à voir, vu qu'on est en Coupe de France et qu'on va être à une semaine du gros match face au Bayern, c'est est-ce que Paris va aligner la grosse équipe en voulant préparer et en mettant peut-être en péril de blesser un de ses 11, ou est-ce qu'il va essayer de faire un peu tourner et du coup prendre des risques? Je pense qu'ils vont aligner le 11 de base, quitte à se blesser. C'est ce que Galtier fait déjà, et il l'avait dit en conférence de presse, s'il aligne ce 11 titulaire, c'est pour justement créer des automatismes pour ce match face au Bayern. Donc à 3-4 jours du Bayern, tu vas pas t'amuser à faire tourner, alors que c'est quand même dangereux pour Paris qui enchaîne du coup après le match contre Marseille, 3 jours après ils se déplacent à Monaco, et 3 jours après ils accueillent le Bayern. Enfin, c'est quand même un gros calendrier. La semaine d'après ils ont encore Marseille, je crois. Et la semaine d'après ils ont Lille, et ensuite ils ont Marseille. Donc c'est quand même un calendrier assez compliqué. Février, ce sera tout ou rien, Paris, je pense. Ça va décider de leur saison. Le mois de leur saison, comme d'habitude, je vais te dire. Et comme d'habitude, je pense que ça va mal finir. Mais t'es pessimiste en vrai face au Bayern, ça peut le faire, sachant que le Bayern a pas mal de blessés. Est-ce qu'on peut faire juste les petits pronos du coup de ce match Marseille-Paris avec Anthony? Tu vas commencer. Les pronos de Marseille-Paris, moi j'étais pour une victoire de l'OM. Je pense que l'OM peut le faire. Donc, ils sont pas donnés favoris, mais bien sûr. Oui, mais pour moi, voilà. Après, moi je dirais peut-être 2-1 pour Marseille, ou peut-être que ça se finirait peut-être en match nul, que ça part au tir au but, mais peut-être un 2-1 quoi. Mathieu? Non, moi j'espère un match avec beaucoup de buts. Moi je vois bien un 3-1 pour l'OM. Mais bon, à chaque fois que je pronostique l'OM victorieux, ça sonne pas très bon. Mais non, franchement, là, s'il y a bien une année où ils sont prenables, et surtout, je fais confiance en Tudor, en fait, j'ai envie de te dire. Tudor qui fait. Il apporte quelque chose à cette équipe de Marseille. C'est fou, lui qui est à l'origine de tout, en fait. 3-4-2-1, ton prono aussi. En tout cas, je vous comprends tous les deux. Je comprends. L'OM peut gagner. Non, mais c'est vrai. C'est chance. Après, je vais quand même rester sur ma logique. Je vois quand même le Paris Saint-Germain s'imposer parce qu'ils ont envie de tout rafler cette saison. Et je pars aussi sur un 3-1, mais un 3-1 du coup pour le PSG. Mais ça va être un beau match. Ça va être un beau match. C'est possible. Faut rester objectif. Une victoire de Paris, c'est largement faisable. Ils sont favoris en plus, évidemment. Donc c'est pas non plus logique ce que je dis. Ouais. C'est ce qui est donné, quoi. Joris, ton prono pour ce match? Eh bien, moi je vois aussi, je suis d'accord avec toi sur le résultat, mais je vois un match nul et une victoire au penalty du Paris Saint-Germain. Je vois 2-2 au match officiel. C'est pas beau. Ce serait sur le côté de Donnarumma, ça. Et toi, Timothée? Moi je vous verrais peut-être un match avec beaucoup de buts comme Mathieu, mais plutôt une victoire quand même du Paris Saint-Germain. Je vois peut-être on va dire 3. Si ça se trouve, il y aura un 0. Bien si sûr. Ça se trouve, on va avoir un match horrible comme on avait eu l'année dernière. Ça se peut que Marseille ne joue pas du tout son jeu, comme j'ai dit, et qu'on se retrouve à regarder une purge en fait. Ouais, clairement. C'est souvent arrivé. L'année dernière, si je me trompe pas, la première année de Messi, c'est ça l'année dernière. Au Vélodrome sans doute pas, parce qu'au Vélodrome, au parc, il y a eu 0-0, 1-0, je sais plus, c'était vraiment lamentable. Les 3 derniers matchs de Paris, le dernier en date, c'était un 1-0 pour Paris. Le match d'encore avant, 2-1 pour Paris, avant 0-0. C'était le 1-0, il me semble, qui était vraiment une purge à regarder, ou le 0-0, je sais plus, mais en tout cas c'était vraiment horrible, et je pense qu'on pourrait encore assister à ça. Donc, Oui, c'est vrai. On va enchaîner sur la prochaine rubrique. Toujours, on va rester dans le football français avec un week-end de Ligue 1 qui s'annonce très très chargé, avec des très belles rencontres. Anthony, on va faire l'avant-match du coup de ces quelques très belles rencontres. Donc une très belle journée de Ligue 1, il me semble que c'est la 20e de la saison. C'est ça. On commence vendredi 21h avec un Lorient-Rennes, du coup au Moustoir. Donc très belle affiche. Un petit derby de la Bretagne. Petit derby de la Bretagne, oui, bien sûr. Vu le niveau de Lorient cette année, ça va être un beau derby, je pense. Ça va être un bon derby aussi, parce que Lorient fait une super saison. Lorient qui est 7ème, même s'ils étaient un peu au-dessus il y a quelques saisons. Ils jouent l'Europe, qui sont. Après, il y a quand même un petit trou entre Lille qui est 6ème à 34 points et Rennes qui est 5ème à 37 points. Mais c'est déjà un match qui pourrait déterminer l'équipe qui sera qualifiée en C4.
On verra. Il reste encore toute une Oui, partie il de reste saison quand même. encore, On est évidemment. que à la 20e. Évidemment. Ensuite, samedi 17h, on a un 3 Lens. Il y a 3 qui devra se passer de Daniel Dongmo et Renaud Ripard qui sont suspendus. Donc ça s'annonce compliqué pour 3, même s'ils seront à domicile contre Lens. Voilà. Et le match de samedi 21h, je reviendrai dessus à la fin. Nice-Lille, dimanche 13h. Donc encore une belle affiche. Oh ouais. À dimanche 15h, on aura toujours le multiplex avec notamment Brest-Angers qui sera intéressant pour les relégables, parce que cette année il y en a 4, donc ça va être super serré entre les Brest, les Angers et les Ajaccio. En parlant d'Ajaccio, à dimanche 17h, on a Ajaccio contre Lyon. Lyon qui va vouloir se relancer du coup. Ça fait un moment qu'ils veulent se relancer quand même. Pour la combienième fois. Après Lyon qui On se reste quand même fait sur une beaucoup, victoire contre Chambéry, donc à voir si ça peut leur apporter un peu de En confiance. Ligue 1, non. Oui, mais c'est plus pour la confiance. Oui. Oui, c'est vrai. Et enfin, dimanche 21h, PSG contre Reims. PSG, Donc, voilà, un match qui s'annonce assez déséquilibré. Et- Après à voir si Paris commence un peu à faire tourner en Ligue 1 sur des matchs comme ça contre Reims. Peut-être qu'ils commencent déjà à se préserver avant le match de Ligue des Champions. Non. Franchement, Galtier a pas l'air décidé à faire tourner cette saison. C'est dommage, hein, même pour les jeunes. Donc, Moi, j'avais une question. Je comprends pas pourquoi le match du PSG est à 21h le dimanche. Ouais, ouais. Pourquoi c'est le prime time alors que. Et justement, C'est on va revenir souvent, sur. Ouais, logique. on revient nous logiquement sur le plus beau match pour moi, mais Ouais. je comprends Pour pas. moi aussi, le Reims, plus beau match, c'est vrai, c'est c'est une grosse l'affiche, affiche de c'est Ligue 1. l'affiche. Pour moi À aussi, le plus Marseille-Monaco, beau match, c'est le Marseille-Monaco de samedi 21h. Donc, très belle affiche. Le dernier match était soldé par c'était un 3-2, je crois, de Marseille Ouais. Oui, bah. à Monaco. Ouais, en C'est ça, novembre. exactement. Et voilà, et là, ça va être la revanche pour les Monégasques. Donc, C'était un match incroyable avec Kolasinac qui avait marqué à la 90e plus 7 pour Marseille qui avait donné la victoire. Je peux prendre le relais si tu veux. vas-y, oui. J'avais noté pas mal de trucs. Allez, C'était à moi de allez. le faire. Marseille-Monaco, Marseille qui va encore accueillir Monaco dans un stade Vélodrome à guichet fermé. C'est quand même la 14e fois cette saison d'affilée. Donc le 3e de Ligue 1 qui accueille le 5e, pour moi c'est l'affiche. Donc, Je crois que j'avais vu un truc tourner sur Marseille. Je crois que c'est en moyenne 62 000 spectateurs par match cette saison. Donc c'est ça. impressionnant. Et c'est largement au-dessus de toutes les autres. Après c'est normal en termes de taille de stade. Mais Après, en pourcentage, c'est Lens, il me semble. Lens, ça remplit. Après, je comprends pas pourquoi. 45 000 quand même. Oui, bien sûr. C'est raisonnable. Hein. Ouais, je sais pas. Et en fait, je comprends pas pourquoi l'OM ne remplit pas, parce que la capacité c'est 67 000, je comprends pas pourquoi ils s'arrêtent à 62 000 et ils disent guichet fermé. Tu vois, Et par rapport peut-être au remplissage, je veux dire. aux supporters adverses, peut-être. Ouais, je sais pas. Je pense que c'est ça. Hein. On va revenir juste sur le match plutôt, parce qu'on doit enchaîner après sur Ok. les prochains sujets. Certains monégasques voient même le match de ce week-end comme un possible tournant de leur saison parce qu'ils sont 5e avec 3 victoires sur leurs 4 dernières rencontres en championnat, mais leur dernière défaite en championnat, c'était justement contre l'OM en novembre dernier. À noter que leur victoire 7-1 contre Ajaccio la dernière journée de championnat, mais aussi leur élimination en Coupe de France par Rodez. Donc ça pourrait aller mieux, ça pourrait aller pire à Monaco, mais pour moi, face à un OM avec 8 victoires d'affilée, peut-être 9 ce week-end, je vois mal comment ils peuvent venir le faire, à part avec Ben Yedder qui est en feu et qui marque presque tous les buts. Ouais, c'est déjà un choc entre deux équipes qui jouent la Ligue des Champions, voire le titre. Bon, je ne sais pas si on peut dire qu'ils jouent le titre, mais c'est. Non. Monaco, sans doute aller pas. à la Ligue des Champions. C'est possible, Ligue des il y a Champions, ouais. très peu de chance pour Monaco. Monaco, je Ah pense non, que c'est déjà mort. Monaco, ils sont quand même 5 points derrière Marseille. Monaco qui a 37 points et Marseille 42. Pour l'instant, Ouais, je pense qu'on peut plus dire que c'est deux équipes qui jouent la Ligue des Champions. Ouais. Ouais. Parce que le titre, c'est Lens et Paris, clairement. Marseille, ça peut le faire, mais il faut attendre encore quelques journées pour voir. Lens qui a 2 points devant Marseille, et niveau groupe, je pense que Marseille est quand même plus solide que Lens. En plus, avec les recrues, on parle de Malinowski, etc. Ouais, mais le collectif de Lens, franchement, c'est magnifique cette saison. Hein. Après, il faut voir si ça dure. Si ça dure Dans tous les cas, le PSG va encore aller chercher un titre. Je pense qu'on va l'avoir. On va le voir en tout cas, c'est obligé. Ouais. On verra ça. On est un peu pris par le temps. On va avoir du coup peut-être un petit compte rendu de la Coupe du Roi, La Copa del Rey, qui se déroule aussi ce soir avec le Real. Se déroule aussi ce soir, mais donc le Barça qui a gagné. Tout à fait. Là, hier. on en est au quart de finale, donc qui ont commencé hier avec Barcelone contre Real Sociedad et Osasuna contre Séville. Dès ce soir, on aura Valence Athletic Bilbao et le Real Madrid contre l'Atlético de Madrid, donc un beau derby pour finir ces quarts de finale. Le match du Real sera à suivre à 21h sur la chaîne de l'équipe. Pour revenir maintenant sur le match du Barça,
Donc malgré une domination assez nette, les Blaugrana n'ont pas trouvé la faille en première période. C'est Brais Mendes, joueur de la Real Sociedad, qui a été expulsé suite à un carton rouge, 2 cartons jaunes plutôt, en fin de première période. Donc on pouvait s'attendre à plus de buts au vu de la domination écrasante de Barcelone. Il n'y a eu que 1-0 sur un but de Ousmane Dembélé qui est à l'écran. Il recevait pourtant des Basques qui étaient aussi en forme avec cette victoire en Liga depuis la fin de la Coupe du Monde, mais c'est le Barça qui s'est imposé avec une domination bien écrasante en tout cas. 74% de la possession et 19 tirs à 7. Donc, ouais, mais ils se sont fait peur, notamment en fin de match. Je sais qu'à la dernière seconde, Sociedad aurait pu égaliser. En fait, c'est Ter Stegen qui a laissé la balle, c'est lui qui a fait l'arrêt derrière. On va se demander s'il a pas fait exprès. Mais c'était chaud quand même pour le Barça, parce que tu dis grosse domination, mais il y a eu quand même quelques occasions dangereuses. Il y a eu 2-3 occasions dangereuses, mais en tout cas sur le terrain c'était quand même plus nous le Barça qui étions. C'est sûr. Et on va revenir rapidement aussi sur le match d'Osasuna qui, je sais pas si on peut dire que c'est une surprise vu le niveau de Séville cette saison. Osasuna qui s'est imposé à domicile après prolongation. En tout cas, pour Osasuna c'est assez historique parce que c'est la première fois depuis 18 ans qu'il voit une demi-finale de Coupe du Roi. Du coup, Osasuna recevait quand même un Séville en mauvaise forme. Ils étaient 15e de Liga. Normalement, ce club, on le voit plutôt dans le top 5 quand même de la Liga. Ils sont à 1 point du premier relégable. Donc un match qui commence quand même par une domination de Séville. Puis Osasuna, ils sont revenus du vestiaire avec des intentions offensives un peu plus franches. C'est d'ailleurs Chimi Avila, joueur de Osasuna, qui ouvrira le score à la 70e. Ensuite, c'est le Marocain Youssef El Nessiri qui égalisera dans le temps additionnel pour Séville et qui amènera donc les deux équipes en prolongation. Mais l'Osasuna va reprendre l'avantage avec Abdé, joueur prêté par le Barça. Et donc, c'est Osasuna qui va se qualifier 2-1 suite à un match qui est parti en prolongation. Du grand Sampaoli. Ouais. Il y a un match qui était quand même assez dominé par Séville avec 67% de la possession quand même, alors que c'est à l'image de beaucoup de leurs matchs en Liga, c'est souvent comme ça. Ouais. C'est souvent Sampaoli, la possession et stérile, voilà, une possession stérile. Ouais. Et on va revenir juste pour conclure ce petit point sur la Copa del Rey avec l'affiche de ce soir, le Real Madrid du coup qui accueille l'Atlético de Madrid, l'Atlético de Madrid qui jouera sûrement avec Memphis Depay qui est arrivé récemment. Donc c'est un match qui s'annonce. Je sais pas. C'est vrai, puisque c'est un derby. Après, ça se joue quand même à Bernabeu. Donc, moi, je dirais peut-être plus une victoire du Real, même s'ils sont un peu en mauvaise forme. Ça fait partie un peu de ces équipes qui ont du mal à se reprendre en main après la Coupe du Monde. C'est comme Paris, un peu. Je pense que c'est un peu pareil. Mais ouais, je vois quand même plus une victoire du Real. Après, à voir ce que l'Atlético va faire avec Depay. Et voilà. Très hâte de voir le début de Memphis. Il a déjà quelques minutes en Liga, mais là contre un Real Madrid, contre un Real, ça risque d'être intéressant. Depuis le retour à la compétition après la Coupe du Monde, le Real en 6 matchs, c'est 4 victoires et 2 défaites, donc ça reste quand même un bilan assez positif. Après, quand on est Real Madrid, le Real Madrid, on s'attend à 6 victoires. Après, il y a une défaite contre le Barça et une autre contre Villarreal, donc c'est quand même 2 belles équipes contre qui ils ont perdu. Donc voilà. Une claque contre le Barça, on peut dire ça. C'était une claque, une gifle. Enfin, franchement, de super coupe. T'es content là? Tout à fait, oui. Je suis grave content. Outre le football, on va passer sur un petit point cyclisme avec la Vuelta a San Juan, Corentin, qui a commencé il y a quelques jours. Alors je voudrais juste refaire un petit point sur le Tour Down Under qu'on avait évoqué la semaine dernière. Il s'est terminé donc ce dimanche et il a été remporté par l'Australien, donc le coureur maison Jay Vine, devant Simon Yates et Pello Bilbao. Donc on voit à l'écran. Qui était quand même attendu dans cette compétition Il faisait un peu partie des outsiders, je vais pas te mentir. Je pensais pas qu'il allait gagner. On pensait à un Michael Matthews ou encore un Simon Yates, et finalement il vient shipper cette victoire. Après, il fait quand même partie de la team de Pogacar, etc. C'est quand même une belle équipe, même si c'est pas la meilleure. C'est une très belle équipe, ils ont un très bel effectif. Voilà, il avait des bons partenaires avec lui. Mais la team de Pogacar, mais Pogacar n'était pas présent évidemment. Non, il était pas présent. Il est pas présent non plus à San Juan. Et donc voilà, Jay Vine, c'était juste pour faire un petit aparté sur le Tour Down Under en Australie. Et donc depuis ce dimanche, la Vuelta a San Juan, donc c'est un tour en Argentine autour justement de San Juan, qui se déroule toute la semaine jusqu'au dimanche 29 janvier. Et il est composé de 7 étapes, 5 classées en étape de plaine, donc promise aux sprinters, une étape vallonnée qui s'est déjà passée hier, et une étape de montagne
qui va donner un petit peu le verdict de ce classement général. Et qui sont les favoris du coup pour ce tour? Il y en a pas mal. Alors je ne sais pas si on peut pas l'avoir à l'écran. Remco Evenepoel, qui est évidemment le champion du monde, voilà, le champion du monde en titre, le nouveau champion du monde, j'ai envie de dire. L'un des plus gros espoirs du cyclisme mondial. Du cyclisme mondial, du cyclisme belge. Je vais pas te mentir, je vais pas vous mentir. J'étais très content que ce soit lui qui reprenne le relais à Julien Alaphilippe, malgré que voilà, on a une petite déception parce qu'on aurait voulu un triplé de Julien Alaphilippe en championnat du monde. Mais bon, c'est un espoir. Et à noter, il a été, c'est un ancien footballeur. Il a été dans les sélections belges jusqu'aux sélections U17. Ah oui, quand même. Donc, il avait un très bon niveau, mais finalement, il a choisi le vélo. C'est peut-être un bon choix finalement. À juste titre, quand tu finis champion du monde, bon, c'est à juste titre. En plus, il a gagné la Vuelta. Donc voilà, c'est lui le gros favori. Après, sinon, il y a encore Daniel Felipe Martinez, Egan Bernal ou encore Sergio Higuita. Donc, pour résumer les 4 premières étapes qui se sont déroulées, donc il faut savoir qu'aujourd'hui, c'était repos pour les coureurs. La première étape, c'est Sam Bennett qui s'est imposé devant Morkov. La deuxième, c'est Fabio Jakobsen devant Gaviria. La troisième étape, à la grande surprise, c'est Quinn Simmons, l'Américain qui s'est imposé devant Richeze. Richeze qui a 39 ans, pour rappel, donc c'est un petit peu le vieux briscard de ce peloton. Et la quatrième étape, c'est Fernando Gaviria qui s'est imposé devant Peter Sagan, qui faisait, voilà, c'était une des stars de ce tour. Le Colombien Gaviria, qui a d'ailleurs du coup le maillot. Exactement, Gaviria qui est donc leader au général devant Peter Sagan pour 10 secondes et devant Filippo Ganna pour 14 secondes. Il devrait logiquement céder son maillot de leader demain lors de l'étape de montagne qui va s'annoncer être grandiose. Et à noter que Julien Alaphilippe a repris aussi le cyclisme sur route et il a terminé 9e au Trofeo Calvia à Majorque. Très bien, bon, merci pour ce petit point cyclisme. On est le 26 janvier aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez... c'est l'anniversaire de qui, d'une personnalité du sport que vous connaissez peut-être. Un Portugais entraîneur de Mourinho, pardon. C'est l'anniversaire de Mourinho et ce sera du coup le jeu d'aujourd'hui. Special One. Ouais. On va vous demander du coup pour l'anniversaire de cet homme de nous citer les 10 clubs pardon, parce qu'il y a des clubs dans lesquels il est allé plusieurs fois, dans lesquels a entraîné du coup José Mourinho. Okay. Musique d'ambiance. Ouais, la musique de suspense. Ça fait peur. Ouais. Incroyable. Qui commence? Comment on fait? Corentin commence, ensuite on fera la suite. Non mais moi j'ai zéro culture foot par contre. Porto. Fallait pas venir. FC Porto de 2002 à 2004 et champion du Portugal. Pardon, je me suis trompé. Il a gagné avec des champions avec Porto en plus. Champion du Portugal en 2004. En 2004. Des clubs italiens. Pas de triche. Non, mais il s'entraide en plus. Parce que il y en a, c'est assez facile. Porto, ça a été dit? Quand même. Porto, ça a été dit. Porto vient c'est ce que j'allais dire. Ah, le menteur. Celui qu'il est en ce moment. Ah bah attendez les gars, vous êtes sérieux? Ouais, vraiment. Mais au point que les entraîneurs, je suis pas du tout. Vas-y. Après c'est à moi. Non, vas-y d'abord Mathieu. Mathieu a bien. Moi je suis gentil, je vais te dire un truc. Attends, Tony. Barcelone. Mathieu. Oui. Barcelone. Barcelone, oui. Tu m'as fait En fait, j'avais un doute de ouf. Anthony. Tottenham, oui. J'ai failli te l'apprendre. 2019 à 2021. Il n'a pas brillé, mais c'était pas mal. Manchester United. Oui, bien sûr, évidemment. Europa League. 2017. Ouais. Là, je bloque déjà. Franchement, actuellement. Un club italien? Non. Il a été champion de Conférence League l'année dernière avec. Oh, mais ça va, donnez-lui le plus d'indices. Voilà, là, c'est donné. Il entraîne actuellement. Je suis pas là, c'est donné trop d'indices. Non, je te jure que je ne suis pas le foot ailleurs qu'en France. Je vais dire l'Inter. Mais il a été. Bon, bah c'est bon. Il a gagné avec un champion historique Serie A, Ligue des Champions et Coupe d'Italie en saison 2009-2010. Je le savais. Comment ne pas citer Chelsea? Évidemment, Chelsea. Avec deux titres de champion d'Angleterre, mais pas de Ligue des Champions. Et ça, c'était entre 2004 et 2007. Alors, combien de clubs il reste? Il en reste. J'en ai un. Allez. Comment ne pas citer l'AS Rome? Ouais. C'est son club actuel. Évidemment. Bien sûr. Après, c'est pas le plus emblématique de sa carrière, mais c'est vrai que. Là, il est en train de les faire bien monter un très haut niveau. 4e au classement. Mathieu. Ça va être chaud pour le Mathieu là. Non, je vais dire. Il reste 4 clubs. Non, je sais plus, je vais dire le Real, mais non. Et si le Real Madrid? Si, le Real Madrid, c'est une bonne réponse. En fait, on s'est juste trompé. Le FC Barcelone, il a été adjoint, mais il a pas été entraîneur. Du coup, j'ai eu faute donc c'était le Real Madrid, bien sûr. Mais ouais, t'as eu faute déjà. Ouais, je suis déjà éliminé.
Anthony. Je voulais dire le Real alors qu'il était censé être éliminé. Bah. Je réfléchis. Là, il en reste 2. C'est les plus compliqués. Je me doute, je pense qu'il y a un club portugais dans le lot. Il n'y a pas que Porto. Mais. Pour l'instant, au club portugais, on a dit Porto. Porto. Mais il y en a un autre. Hein. Peut-être. On donne pas plus d'informations. C'est- Franchement, c'est. Ouais, Bon, c'est ok. les plus durs là. Là, il y en a un, c'est encore un club portugais. Un club portugais. Il vient de dire qu'il donne plus d'infos. Braga Ah si, vous avez pas trouvé. Pardon? Braga Non, pas Braga. Mauvaise Allez, réponse. yes. Éliminé. Corentin, tu peux gagner le match. Ah, mais je l'aurais pas, je pense. Je vais le tenter, hein, mais vraiment par dépit. Il reste 2 clubs portugais. Hein. Ouais, Deux clubs Ouais, portugais. 2 clubs portugais. Bah voilà. Mais un, il y en a un, si Il y vous en a le un, trouvez, c'est c'est incroyable. vraiment- Mais il y en a un qui est quand On est même. des gros Je fans sais de pas Mourinho. pourquoi, j'ai dans ma tête le Sporting, mais je sais pas s'il Non. l'entraînait, non. C'est parti, une mauvaise réponse. Le Benfica. Le Benfica, bonne réponse. 2000, premier club. Premier C'est club. son premier club. Et son deuxième club, du coup, Putain, y a il quoi a comme joué ville, Guimarães, non une saison, enfin où il a entraîné une saison. Non, ça va être vraiment compliqué. Hein. Bah, je suis sûr, il joue même Ouais, plus je en pense D1. je pense qu'il Rio Ave, non. Santa Clara On peut faire tous les clubs portugais. Franchement, je sais pas du tout quoi. C'est l'Uniao des. Je vais très mal prononcer. Hein. Uniao des Leira. Donc c'est là où il entraînait entre Pas de regret. 2001 et 2002. Voilà, celui-là était vraiment Ah compliqué. ouais, C'est tout début, je suppose. Et il les a. C'était- Ouais. Ouais, En juste deuxième. après Benfica où il avait entraîné quelques mois. Merci à tous les trois. On va Merci passer à tout vous. de suite Merci à vous. à la deuxième partie, juste après un petit jingle. Et oui, donc on accueille 3 nouveaux chroniqueurs. On accueille Jordan, Louis et Axel. Salut à vous 3. Salut les gars. Salut. Et on va faire, pour commencer, Louis, peut-être un petit point encore sur le football, mais sur le mercato, avec pas mal de rumeurs et pas mal de transferts qui ont été effectués. Et oui, des transferts et des rumeurs. On a d'abord Arnaud Danjuma de Villarreal. Il avait fait une grosse saison l'année dernière, qui part en prêt chez Tottenham. Voilà, donc un prêt qui va faire du bien des deux côtés. Lui qui va se relancer parce qu'il avait un début de saison assez compliqué. Et eux qui ont besoin de qualité offensive devant. Donc c'est bénéf pour les deux. Ensuite, Sommer qui rejoint le Bayern après la blessure de Manuel Neuer. Ils ont fait leur choix, ils ont décidé de recruter le gardien suisse. Alors il le mérite, hein, c'est un grand gardien qui était... Qui a enfin un très grand club. Exactement. Donc ça fait plaisir de voir ça parce que enfin le travail et le talent est récompensé. Et pour compenser son départ, le Borussia Mönchengladbach a encore recruté un Suisse, Jonas Somlin, qui du coup part De Montpellier. de Montpellier, exactement. Mm. Et Montpellier qui est sur Benjamin Lecomte, si je ne dis pas de bêtises. Donc ils vont... Pour un retour du coup. Exactement. Donc, Moi j'ai une question base. sur Sommer. Quand Neuer va revenir, c'est sûr qu'il va redevenir titulaire. Sommer, j'arrive pas à l'imaginer en deuxième homme parce que ça reste un très très grand gardien. Et on voit que comme Navas au PSG, ça peut créer des tensions. C'est sûr, après, peut-être qu'un prêt aurait été plus judicieux de la part des deux clubs, mais à voir si Sommer arrive Ouais. à concurrencer Neuer qui commence déjà. Enfin, Et lui commence- qui reste en jeune quand même. Ouais. Et alors que Neuer, il doit avoir 36 ans, quelque chose comme ça. Donc, Justement, est-ce que c'est pas la goutte d'eau c'est qui peut-être fait déborder le vase Tu vas pas au ski après une Coupe du Monde. c'est une faute Quand t'es professionnelle, footballeur, tu vas surtout. pas au ski. C'est un peu une blessure bête et Après, c'est peut-être que le Bayern en a marre. plus hein. des Enfin, on a phases de poule de la Coupe du Monde, donc Voilà. c'est sûr que c'est une erreur. Le prochain transfert, Louis. Eh ben, c'est Jorginho Rutter qui va de Hoffenheim à Leeds pour 40 millions d'euros. Alors, est-ce qu'il les vaut? Ça, c'est un autre débat. En tout cas, il a marqué que 2 buts cette saison, 8 l'année dernière. Et Leeds place beaucoup d'espoir en lui parce que c'est le transfert le plus cher du club. De plus en plus en première ligue, on voit les records sont battus presque à chaque mercato Ouais. avec des sommes ahurissantes pour des joueurs qui sont très peu connus du grand public. En Bah, fait. encore Nottingham qui a mis 20 millions sur Danilo, un joueur brésilien. Ah, Voilà, les clubs de bas de Lanterna. tableau. Ouais. Donc
c'est en fait c'est eux la Super League, voilà. Donc, Voir des clubs de bas de tableau qui recrutent comme le PSG en France, ça fait un peu mal quand même. Après Nottingham, parce qu'on est revenu là-dessus, c'est quand même un club qui essaye de se construire du coup avec des nouveaux investisseurs, etc. Donc c'est un peu comme Newcastle en fait. Exactement. C'est le même scénario d'ailleurs qui a réussi à monter hyper vite. Bon, on va pas s'étendre là-dessus, on va continuer sur les transferts. On va rester en Angleterre et on va partir du côté de Chelsea qui a recruté encore Nodi Madueke du PSV Eindhoven, le jeune anglais qui a été formé là-bas à Eindhoven, et puis là il vient de rejoindre Chelsea qui se renforce encore offensivement. Pour combien il a été recruté Pour 35 millions. Ah ok. Est-ce que tu as des informations un peu sur ce joueur, son poste, son rôle, ses qualités? Alors il est ailier droit, très rapide, très bon techniquement, il sait très bien jouer en 1 contre 1, c'est un profil explosif et qui a un énorme impact sur le jeu. Mais bon, après moi je vois pas trop l'intérêt. Alors bien évidemment il a un gros potentiel, mais voilà, faudra m'expliquer avec Pulisic, Hakim Ziyech, Mudryk, Joao Félix. Bon, c'est pas le même poste, mais le mercato n'est pas fini. Exactement, on commence à avoir une surcharge au niveau des attaquants. Donc Kaya Havertz aussi, il y en a vraiment beaucoup. Il va falloir faire du tri après. On reste toujours pareil en Angleterre. C'est Arsenal qui s'est renforcé avec l'arrivée de Trossard, le Belge, qui fait un très bon début de saison. Il est à 8 buts et 2 passes D, si je ne dis pas de bêtises pour l'instant. Un profil superbe qui vient renforcer le banc, qui peut faire souffler Saka, Odegaard, il peut jouer partout en attaque. Donc c'est un super profil. Surtout qu'Arsenal a besoin d'hommes, du coup, comme tu l'as dit, pour soulager les offensifs d'Arsenal qui vont commencer à fatiguer. Et s'ils veulent espérer remporter la Première Ligue, ils vont avoir besoin de joueurs comme Trossard. Puis, pour rajouter sur Trossard, je trouve qu'à 24 millions, c'est un très bon coup ce joueur. Ah oui. Surtout quand on connaît aujourd'hui les prix en Première Ligue. Comme on a pu en parler là vraiment juste avant, 24 millions, c'est une très très belle affaire. C'est une très belle affaire, et puis comme j'ai dit, il va vraiment amener une énorme profondeur de banc, et ils vont pouvoir jouer sur les 2 tableaux, en Europa League et en Premier League. Donc c'est une superbe affaire. Mais après, contrairement aux joueurs qu'on a précédemment cités, Trossard il a 28 ans. Bon, je vais pas dire que c'est un vieux joueur, mais comparé aux autres qui ont plutôt 22-23 ans, c'est peut-être ce qui explique son prix en fait. Mais en fait, surtout le prix il s'explique par l'avenir en fait, et le potentiel, donc c'est peut-être pour ça aussi. Parce que lui il est peut-être à son meilleur moment, au meilleur moment de sa carrière. Voilà. Alors je voulais parler aussi de Kiwior, un petit Polonais de l'Aspedia qui a été recruté par Arsenal. Alors il a joué la Coupe du Monde, je suis pas sûr que vous le connaissiez, mais il a été recruté pour 25 millions d'euros. Alors qu'il a par un club anglais encore? Par Arsenal. On reste toujours à Arsenal qui se renforce, un défenseur central gaucher. Il peut jouer arrière gauche et MDC. C'est un jeune. Et il a une très belle qualité de passe, très bon dans les duels. Et un joueur à suivre. J'avais envie d'en parler surtout pour le montant parce qu'il n'a pas encore vraiment prouvé. Il a fait qu'à peine une demi-saison à l'Aspedia, si je ne dis pas de bêtises. Et 25 millions, voilà, c'est un peu du même calibre que Rutter. Il a plus d'une demi-saison. Il a joué d'abord la saison 2021-2022. Il a fait 22 matchs et il a fait 17 matchs cette saison avec l'Aspedia. Pour moi. Cette fois, on va aller en Espagne. On va parler de Depay qui a rejoint l'Atlético. Donc, il a fait à peine 2 matchs cette saison avec le Barça. Et là, il rejoint. Si on peut voir Depay. Il vient pour remplacer Joao Félix. Je crois qu'on a pas tout. C'est pas grave. Qui du coup était parti à Chelsea. Un profil un peu similaire, un 10 qui peut créer, peut-être pas aussi explosif que Félix, mais il peut finir. Et on va voir ce qu'il vaut à côté de Griezmann. Là, il a un match face au Real. Ça fait parler ce transfert parce que Memphis Depay, c'est peut-être un joueur qui a besoin de bouger, de pas forcément revenir à chaque fois en défense, alors qu'on connaît Simeone, s'il reste à la tête de l'Atlético. C'est un jeu très défensif et on ne sait pas si Memphis pourra s'exprimer sur le terrain comme il sait le faire. Après, comme il l'a fait à Lyon. Je pense que pour Memphis, il lui fallait vraiment une porte de sortie. Oui. Xavi et le Barça ne voulaient absolument plus de ce joueur qui pourtant, je trouve, c'est vraiment... c'est pas sympa quand même pour ce mec qui comme Aubameyang, ils sont arrivés dans une situation où le Barça était au plus bas. Et même si il y a un problème de concurrence à Barcelone, il y a beaucoup trop d'attaquants. C'est ça, et même si c'est pas des Messi, des Ronaldo, des Mbappé, ils ont réussi à faire leur travail et aussi mettre des buts importants. Donc je pense que c'est une bonne affaire pour l'Atlético, vraiment 6 millions de paille. Non, 3 millions de paille. Ils peuvent pas espérer mieux. Memphis qui a joué que 2 matchs avec Barcelone cette saison, donc c'est vraiment pour un but, non, si je dis pas de bêtises. Pour un but, ouais, quand même. Ok, ouais. Voilà. Sinon, pareil, au niveau des rumeurs, cette fois on va aller en Ligue 1 et on va parler un peu de Lyon, où il y a beaucoup de rumeurs. Cherki Malo Gusto. Bon, Malo Gusto, ça a été confirmé ce matin.
et même hier pour Cherki, par Monsieur Aulas. Ils ne sont pas transférables cet hiver. Surtout Cherki, on a vu le tweet de Jean-Michel Aulas ce matin où il a dit non, personne veut voir Cherki partir cet hiver. Bon, on ne sait pas si c'est du bluff ou pas de la part de Jean-Michel Aulas. Non, je pense que même Cherki il veut pas partir. Hein. Non, là, Après, honnêtement, c'est le jeune prodige de Lyon. Partir à Paris pour lui, ce serait ne pas avoir de temps de jeu. Et c'est ça. Un petit peu gâcher sa carrière, hein, son début de carrière. Après, forcément, il a rien vu prouvé. Le talent qu'il a. Il a presque rien prouvé à Lyon, il a quand même marqué des buts. Mais là, il commence à avoir vraiment le temps pour essayer de prouver. Il a tout à gagner à rester, honnêtement. Bah là, il a une voie royale parce qu'il n'y a plus personne qui arrive à créer quelque chose, à part peut-être la Casette. Barcola aussi, que j'aime beaucoup, faudrait qu'on le voit plus souvent, s'il vous plaît, Laurent Blanc, si vous nous écoutez. Mais non, ouais, c'est. Moi, je trouve qu'un gamin de 19, si je dis pas de bêtises. Cherki, c'est un 2003, c'est la génération 2003, donc il est exactement d'août 2003. D'août, exactement. Moi, j'ai du mal parce qu'il veut pas signer, son contrat arrive en 2024. Pour moi, normalement, tu dois re-signer avec ton club, enfin, tu dois faire les choses correctement parce que là, du coup, certes, il n'est pas transféré cet hiver, mais cet été, est-ce qu'il sera transféré? Est-ce qu'il a envie de partir? On ne sait pas, mais du coup, son contrat arrive à la fin de son terme dans 1 an et demi et on peut le perdre pour 0 en fait. Donc c'est bête et pour moi, il faudrait au moins qu'il tende la main à son club formateur et signe au moins jusqu'en 2025, ce serait vraiment pas mal. Et on enchaîne juste avec la dernière rumeur, du coup, Terem Moffi, qui est un peu cherché de partout, alors qu'il est deuxième du classement des buteurs de Ligue 1, juste derrière Mbappé. C'est assez impressionnant pour un joueur de Lorient. Et bah ouais, c'est une vraie rédemption pour Terem Moffi, qui avait fait une saison l'année dernière un peu compliquée. Il avait de très grandes promesses, il n'a pas réussi à concrétiser. Mais là, cette saison, avec Régis Lebris, il est sur une autre planète, en fait, le Nigérien. Et du coup, il est plus pisté par Nice. On a vu son agent. Il aurait refusé Marseille, je crois. Il n'a pas envie d'aller jouer là-bas. Je pense qu'il a donné sa parole à Nice. Le projet lui plaît. Et son arrivée va du coup entraîner un départ, celui d'Andy Delors qui a envie de partir. Mais bon, là, les clubs sont assez aussi. On ne sait pas trop encore où il veut partir. Merci Louis pour ce petit point transfert. On vous tient évidemment au courant s'il y a des officialisations sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre. On va enchaîner avec un petit point amusant, on va dire. Et Gareth Bale, Jordan, qui pourrait se lancer vers une carrière. On voit la photo. Exact. Je vais carrément reprendre ces mots. Hein. J'ai le plaisir de vous annoncer que je participerai au Pro AM AT&T Pebble Beach au début du mois prochain. C'est donc ce qu'a annoncé Gareth Bale, hein, le Gallois. Alors qu'il a annoncé la fin de sa carrière il y a à peine il y a moins de 3 semaines. Ouais, donc le meilleur buteur de l'histoire du Pays de Galles espère à nouveau devenir un sportif professionnel ou pas. On ne sait pas si c'est une simple passion ou vraiment il veut débuter une carrière. En tout cas, il y a le 3e golfeur mondial, Jon Rahm, qui a déclaré que ce n'était pas juste pour lui que Gareth Bale soit aussi fort à la fois au foot et au golf, parce que comme il le dit, en fait, Gareth Bale apparemment est vraiment bon. Donc, vu le temps qui passait au golf, alors et puis pour revenir très rapidement sur le tournoi qu'il va disputer, on parle pas d'un tournoi amateur, mais d'un très grand tournoi où des Tiger Woods viennent le gagner chaque année. Hein. Et c'est un tournoi dans lequel il serait invité du coup, ou il serait qualifié par rapport à ses résultats Je pense que quand on s'appelle Gareth Bale, on peut aussi aller où on veut, et ça fait une belle pub pour l'événement. C'est vrai. Pour le golf aussi. Hein. Et donc ça va se passer aux États-Unis pour ceux qui veulent suivre du 2 au 5 février. Voilà. Ouais, donc c'est à suivre très 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 prochainement. Et on va enchaîner, on va passer rapidement du coup sur ce petit point golf, et on va enchaîner rapidement sur le basket, et on fête un triste anniversaire aujourd'hui. Très triste. Ouais. Axel, je te laisse peut-être commencer sur. Si t'as envie de. C'est moi qui vais. Je me permets de commencer. Pardon. Non mais y a pas de problème. Donc ça fait 3 ans, enfin hier, je crois. 3 ans jour pour jour que Kobe Bryant et sa fille nous ont quittés malheureusement dans un tragique accident d'hélicoptère. Et avec Jordan et Axel, on avait voulu revenir un peu sur sa carrière et marquer un peu, lui rendre hommage. Donc Kobe, il est drafté en 96, il sort du lycée. Et puis c'est Jerry West à l'époque qui est manager général des Lakers. Et puis il voit Kobe et il sait directement que c'est lui. Il sait que c'est lui avec qui il va construire sa franchise. Il a quel physique à ce moment-là, Kobe Bryant? Il a quel âge? Il est Et comme je te dis, il sort du lycée, donc il a 18-19 ans. Voilà. Et à l'époque, c'est pas commun. Il y a juste Kevin Garnett,
c'est Kevin Garnett qui relance un peu la mode Des lycéens. Des lycéens, exactement. Du coup, lui, il suit ça. Ce qui aujourd'hui est interdit en NBA. Oui. Donc, il est il est athlétique pour son âge quand même, assez grand. Et il a un bon shoot à mi-distance. Il va se développer au fil du temps, mais là, pour l'instant, il y a de belles bribes qui commencent à voir, et Jerry West le voit de suite. Et puis Jerry West, il voit que Kobe commence à intéresser des franchises devant lui. Il n'a pas un bon choix. Et il appelle les Hornets, qui ont le 13e choix, et puis il leur dit moi je vous propose Vlade Divac contre Kobe. Donc les Hornets, ils font quand même, Vlade Divac c'est pas mal, c'est un bon pivot. Bon, on accepte. Ce qui est réel, c'était un bon pivot. C'est un bon pivot, mais bon, on parle de Kobe Bryant. Ouais. Et on parle de Kobe Bryant, jeune, qui est encore très peu médiatisé. C'est ça, ils peuvent pas prédire l'avenir. Oui. Bien sûr. Mais Jerry West a eu l'œil, et Kobe rejoint les Los Angeles Lakers à cet été-là, avec Shaquille O'Neal qui rejoint aussi en 96 les Lakers. Et c'est ce duo mythique qui va hanter la NBA pendant 3 années. Donc il commence doucement avec 7,6 points de moyenne la première saison. Ensuite, il double avec 15,4 points. Et après, il passe à 20 points de moyenne en 99, 2000. Et en 2000-2001, et c'est là que commence le three-peat. Donc le three-peat, c'est quand on gagne 3 titres de NBA d'affilée. Il est à 28,5 points en 2001, 25,2 en 2002 et 30 en 2003. Merci. Et avec son numéro 8 et le pivot de 2,16 m, ils vont terrasser la ligue, mettre tout le monde de côté et puis retarder beaucoup d'équipes. Et puis ils vont marquer la NBA puisqu'ils vont faire partie du cercle très fermé des équipes à avoir gagné 3 titres de suite. Ouais, et contrairement à d'autres, Kobe Bryant, c'est un joueur qui est tout le temps resté dans le même club du coup. Du coup, il a marqué l'histoire des Lakers très, très clairement. Voilà, exactement. Par la suite, ça commence à être un petit peu compliqué après ce three-peat, avec la rupture avec Shaq qui part, échangé contre 3 joueurs à Miami. Phil Jackson aussi qui part, mais qui reviendra 1 an après. Donc cette année, elle était compliquée pour Bryant, mais je vais directement passer à 2005, qui est historique. Parce que Kobe Bryant va déjà planter 62 points contre Dallas en seulement 3 quarts temps. Mais surtout une performance que tout le monde connaît, que tout le monde sait, les fameux 81 points contre Toronto, donc la 2e meilleure performance de l'histoire, après celle de Wilt Chamberlain avec 100 points. Donc voilà, ça montre la détermination de ce joueur qui n'avait pas forcément une grande équipe à ce moment-là. Mais voilà, Kobe Bryant, on le sait, il peut marquer à n'importe quel endroit du terrain. On va faire un petit saut en 2008, où il remporte enfin et très bien mérité son premier titre d'MVP, avec notamment l'arrivée de Pau Gasol cette même année-là. Il devance des grands noms du basket avec LeBron James, Chris Paul et Kevin Garnett. Donc c'est pas rien. Donc pour vous dire, il avait fait une très grande saison. Je sais plus à combien de points il tournait en moyenne cette saison-là. Quelle saison ? En 2008. En 2008, alors je vais juste là. Il fait, oui, ça c'est la saison 2005-2006 où il a 35,4 de moyenne. Et la saison 2008, il est à 31,6. Ouais, donc une énorme saison. C'est énorme. 31 points sur une saison entière, c'est exceptionnel. Malheureusement, il perd en finale contre Boston, Paul Pierce, Kevin Garnett, Allen, on s'en souvient. Et puis finalement, l'année d'après, il se rattrape avec Pau Gasol. En 2008-2009, il gagne enfin sa 4e bague avec ses compagnons, Pau Gasol comme je l'ai dit, mais il finit surtout MVP des finales. Magnifique. Et puis il va enchaîner l'année d'après, tout simplement avec une autre finale contre les Celtics, celle-ci aussi exceptionnelle. Je ne sais plus exactement le score final, mais je sais que ça s'est terminé en 7 games. Et Bryant, il gagne encore le titre d'MVP des finales contre une équipe de Boston, toujours pareil, Kevin Garnett, Ray Allen, Paul Pierce, une grande équipe des Boston. Et ça montre qu'il aura tout donné et que surtout, il a une mentalité de dingue. Il y a certainement certains d'entre vous qui ont vu une vidéo où il se déboîte le doigt, en fait. Il le remet directement dans la foulée, alors que c'est clairement déboîté le doigt, et il a rejoué dans la foulée pour marquer pas mal de points. Donc un chef-d'œuvre du basket. Ouais, et puis ces dernières années en carrière, collectivement, on va dire qu'on n'a pas besoin de minutes
pour les expliquer. Après, on va noter qu'ils disputent ces derniers playoffs en 2012, où ils atteignent les demi-finales de conférence Ouest contre une belle équipe du Thunder qui va les éliminer 4-1, une jeune équipe du Thunder. En revanche, lui, il n'a jamais trahi. Il a toujours été un fou de travail, il a toujours tenu son rang. Il a gardé jusqu'à la fin des moyennes exceptionnelles. Et aussi, Kobe, c'est une fin de légende. Un dernier match à 60 points en carrière, le 13 avril 2016. Kobe en stats, c'est tout simplement 5 titres de champion NBA, un titre de MVP donc en 2008 et 2 fois MVP des finales en 2009 et 2010. Aussi, c'est 18 sélections All-Star. Il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à faire ça. Et comme l'a dit Axel, 80 points sur un match, la deuxième performance all-time. Alors c'est presque anodin, mais il est aussi double champion olympique en 2006. Et c'est lui littéralement le capitaine avec les États-Unis. Alors donc voilà, près de 3 ans après l'accident et son décès, qui entraîne sa fille et aussi 7 autres passagers qu'il ne faut pas oublier, on voulait revenir sur ce grand joueur qui est une icône, et au-delà d'un grand sportif, même un grand homme, c'est un exemple de dévotion pour son sport et de passion. Comme il l'a dit à son dernier match, Mamba out, mais finalement c'est Mamba forever. Magnifique. Magnifique. Je sais pas trop comment faire la transition par rapport à la prochaine affaire, parce que c'est quelque chose de beaucoup moins enthousiasmant, on va dire, avec Mike Tyson qui a une nouvelle fois été accusé de viol. Exactement, c'est une nouvelle affaire qui vient entacher le nom de Mike Tyson. L'ancien boxeur, il est de nouveau accusé de viol. Les faits se seraient déroulés en 1990. Évidemment, cette affaire, elle fait écho à sa première condamnation en 92. Il avait été condamné à 6 ans de prison, il en fera que 3, ce qui est déjà énorme. Les abus, ils se seraient déroulés dans sa limousine, donc en 1990. La plaignante, elle dit avoir plusieurs fois dit non avant que malheureusement il passe à l'acte. Elle réclame désormais 5 millions de dommages et intérêts. Et puis cette affaire, en revanche, elle reste à suivre parce que c'est des faits qui remontent. Donc l'enquête, elle va être longue, même si elle a déjà été ouverte en ce mois de janvier. C'est pas la première fois que ça arrive, comme tu l'as dit, avec Mike Tyson, oui. Et qui a évité à plusieurs reprises la prison. Ouais. Mais là, ça semble un peu... Là, après, ça va faire 32 ans. Va falloir de toute façon, l'enquête, je pense qu'elle va être vraiment très longue, donc on n'aura pas une réponse dans quelques mois. De toute façon, on va laisser la justice faire son travail. Exactement. Ça passe un peu au-dessus de... Ça ne nous regarde pas. Voilà, c'est ça. Et on va finir avec un petit point sur le rugby, parce qu'on est à J-10 du tour à destination, Axel. Eh oui. Et malgré forcément les absents importants comme Woki, et comme on l'avait évoqué dans les dernières émissions, Villiers et Danty, les cadres sont là. Dupont, Aldrit, Ntamak, Ficou même. Donc on a hâte que ça commence. Alors forcément il y a 14 joueurs qui ont été libérés ce week-end pour aller jouer donc pour le top 14 avec donc 4 joueurs de Montpellier, Camara, Béconnier, Colli et Chalureau. 3 Toulousains peuvent aussi être de retour dans leur club comme François Cross, Mathis Lebel et Barassi. La Rochelle récupère aussi son 3e ligne, Pierre Boudéan. Petite surprise pour cette équipe de France. Un ailier qui n'a peur de rien, très physique et très rapide. Il pourra très bien remplacer Moefana. Et bien sûr, leur demi-mêlée en vogue, Antoine Astoy. Alors forcément, les 2 absents à signaler lors de l'entraînement sont Winnie Antonio et Léo Colli, qui sont blessés légèrement, mais forcément ils seront de retour, je pense, pour le France-Italie. Alors malheureusement, si on perd Antonio, ça va faire compliqué, parce que déjà qu'on a perdu Danty, au niveau des piliers, on n'aura plus personne. Bon, alors plus personne, c'est une façon de parler, mais il y a toujours François Cross, mais ça va faire une sacrée perte. Et maintenant, je vais passer aussi par rapport au top 14, avec le meilleur attaquant de la phase allée du top 14.
On aurait pu penser que ça allait être Makalou, l'ailier qui d'ailleurs rappelé en sélection, mais non, ça sera Nadir Mekdoud. Alors oui, c'est un Algérien. Beaucoup de personnes pensent que l'Algérie est moins bonne que les autres nations en rugby. Alors oui, mais ils sont pas encore développés. Mais ce joueur-là, en tout cas, fait rêver parce qu'il est très très rapide. C'est un ailier du Stade Français et il élimine environ 6 joueurs, voire plus. D'ailleurs, il a fait un pic, je crois, à 9 joueurs dans un match. Donc il met des sacrés crochets. Et ensuite, le meilleur défenseur, c'est Pierre Huget. Meilleur défenseur donc du top 14 de cette phase aller entre guillemets des 15 premiers matchs avec Bayonne. Du coup il crève l'écran malheureusement. Il est un petit peu irrégulier par rapport à ses années passées où il était souvent blessé, donc c'est pour ça qu'il n'est pas pris en équipe de France cette année-là. Ouais. Il est aussi à un manque d'expérience qui est clair. Il est encore jeune, bon, il a 27 ans donc on peut peut-être pas dire jeune, mais il n'a jamais vraiment vécu de grands moments. Et voilà. Mais bon, ensuite, le 5 février, j'espère que vous serez tous connectés parce que à 16h ce dimanche, on aura Italie-France, le premier match du tournoi Destination. Alors il faut faire attention à cette équipe d'Italie, même si bon, beaucoup de monde pense que c'est facile, c'est gagné d'avance. Alors non, c'est pas gagné d'avance parce que depuis voilà, le départ de Parissé, Sergio Parissé en 2017 il me semble, cette équipe elle est en totale reconstruction. Donc Sergio Parissé c'était l'ancien capitaine d'Italie, qui était absolument monstrueux. Il a emmené cette équipe quand même dans des grands matchs même si c'était compliqué pour eux. Il faudra faire attention à certains joueurs comme Ange Capozzo. Alors il me semble pas qu'on ait de photos, mais c'est un ailier toulousain qui est extrêmement rapide, un peu à la Colby, certains sauront, mais il a été élu aussi meilleure révélation de l'année 2022. Donc affaire à suivre, mais aussi les deux frères Paolo et Alessandro Garbici. Donc c'est un demi de mêlée et un demi d'ouverture, donc ils jouent ensemble sur le terrain. Donc bon, bah ils ont une connexion déjà innée. Et puis les deux, ils sont petits, donc 1m75 pour Alessandro et 1m80 il me semble pour Paolo. Ils sont très très rapides, un peu à la Antoine Dupont, et puis ils sont très physiques surtout. Donc j'ai très envie de voir ce match, mais bon. J'espère que la France gagnera. Premier match à suivre, du coup, ce sera pas ce week-end, ce sera le week-end prochain, le samedi à 15h. Et pour les passionnés de sport ou de rugby, il y aura juste avant Pays de Galles, Irlande, du coup, le jour précédent. Et puis Angleterre-Écosse, donc que des belles affiches pour ce tournoi destination. Et on y reviendra dans les prochaines émissions, pas la semaine prochaine du coup, mais la semaine d'encore après. On fera un petit débrief des affiches du tournoi destination. On va se quitter là-dessus, messieurs. Voilà, merci de nous avoir suivis. Merci à vous. Alors retrouvez-nous lundi prochain. Alors personnellement je serai pas là, en tout cas sur le plateau. J'essaierai d'être là d'une autre manière. On vous en dira un peu plus sur les réseaux sociaux. Voilà, je vous souhaite à tous des très belles émissions la semaine prochaine. Merci. Et du coup, moi je vous dis à la semaine d'encore après. You think that you got it wrapped up with your brutal, suffocating ways.